Why so serious? Ça va être bien. Sacré Hubert, you are so French. Oh, toi aussi. À quelle conviction faites-vous allusion, mademoiselle Tatou? Tout le monde peut cuisiner. Et juste là, un petit géranium. D'accord, faisons comme ça. Bonjour et bienvenue sur La Bulle Podcast en format YouTube comme en format audio sur les plateformes de streaming. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Top 10. Un Top 10 où on va reclasser les 10 films nominés aux Oscars du meilleur film 2025. Il s'agit des films du coup sortis en 2024. C'était lors de la cérémonie des Oscars en 2025. Mais il s'agit des films sortis pour la plupart en 2024. Certains sont sortis début 2025 en France. Donc l'idée est vraiment de reclasser ces 10 films. C'est un format un peu spécial vu que je suis tout seul. Donc l'idée, ça va être un format un peu plus court que les formats que j'ai pu faire avec Maxime, ceux que je ferai par la suite dans l'été avec d'autres invités. Maxime aussi reviendra à un moment donné. Là aussi, contrairement aux deux derniers épisodes, on est sur un classement des meilleurs et pas de mes préférés. J'ai essayé d'être le plus objectif possible, de mettre un peu de côté mon ego, mon orgueil, aussi le mood ou à quel point j'ai été sensible ou insensible à certains films pour vraiment essayer de faire un top 10 qui a de la gueule sur ces 10 films-là. Donc, il n'y a pas de surprise. J'ai pris les 10 films de la liste et qui ont été nominés aux Oscars 2025 et l'idée c'est d'en faire un classement. On va passer à présent au reveal de ce top 10. Un top 10 qui va commencer de la 10e place à la première place et je vais expliquer un peu à chaque fois quelles sont de manière objective les choses que je trouve réussies dans le film, plus contrastées, voire mauvaises. Parce que pour le coup, moi, dans les 10e place, 9e place, 8e place, ce sont des films avec quand même pas mal de défauts qui, vu que je les aurais remplacés, à mon sens, ne mériteraient pas d'être dans cette nomination-là. On va commencer avec la 10e place, Wicked. Alors à chaque fois, j'ai donné aussi un petit titre à ces films. Pour moi, Wicked est le film nominé pour le travail qu'il y a autour du film. Un film avec des effets spéciaux assez remarquables, avec des décors, des costumes assez magnifiques aussi. Content qu'il ait été récompensé aussi sur ces 2-3 récompenses-là. Après, Wicked, et encore une fois, c'est objectif, mais il y a quand même une part de subjectivité. Moi, c'est pas du tout ma came. J'adore les comédies musicales, mais en fait, pour le coup, c'était beaucoup trop chanté dans un film extrêmement dense. Je crois qu'il fait 2h30, 2h40. Euh, il y a trop de choses dans ce film. À mon sens, il n'est pas assez bien coupé, surtout quand on voit qu'il aboutit sur une seconde partie qui adviendra sûrement l'année prochaine. Un film de 2h40, je pense qu'il fallait en faire un film en 3 parties. Je pense qu'il fallait en faire une trilogie pour avoir un format 2 heures ou 1h55 et puis un deuxième film un peu plus long et puis à la limite, on fait un troisième film d'une durée plus longue. Mais 2h40 où il y a une vingtaine de chorégraphies musicales et qui sont mais bruyantes. On est vraiment sur un brouhaha. Il y en a de très belles. Il y en a vraiment qui sont très compliquées. Et à la fin de ces 2h40, c'est un film que j'ai regardé dans son intégralité, mais c'est impossible de ne pas avoir des acouphènes. Sincèrement, c'est un film qui te prend la tête, premier degré, au sens propre du terme, et qui m'empêche aussi de passer un bon moment dans le film. J'y vais sans arrière-pensée, j'y vais parce que c'est un des 2 derniers films qui me manquait avant de faire ce podcast. Et je reconnais les qualités évidentes du film qui permet de concourir dans certaines catégories. Mais pour moi, à l'image de Gladiator, c'est un film qui aurait dû se retrouver uniquement dans les catégories, allez, meilleur costume, meilleur décor comme Gladiator, meilleure musique, parce que pour le coup, contrairement à Emilia Pérez sur lequel je vais revenir, je trouve qu'il y a vraiment de belles musiques et le passage qu'il y avait eu lors de la cérémonie des Oscars avec la musique qui avait été interprétée en live est vraiment de très grande qualité. Pour moi, c'est même elle qui aurait dû gagner cette meilleure musique originale. Maintenant, à part ça, on a un film
très kitsch, je trouve, avec des personnages secondaires. Enfin voilà, c'est un film très woke, moi j'ai rien contre ça, mais on a vraiment toutes les minorités qui sont représentées dans ce film. Euh, des fois comme des cheveux sur la soupe, des fois beaucoup plus approfondis pour certains personnages secondaires qui sont plutôt réussis. Voilà, moi c'est un film qui, à mon sens, n'a pas grand-chose à faire ici dans cette liste de Oscar du meilleur film. On va passer au neuvième. Et là, ça va débattre, à mon sens. Vous allez me dire aussi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec ça. Anora. Pour moi, c'est l'imposteur. Anora, c'est pas au niveau de l'Oscar d'un meilleur film. J'ai beaucoup de mal à comprendre comment ce film-là a pu obtenir la Palme d'Or au Festival de Cannes, a pu obtenir l'Oscar du meilleur film également. Ça fait beaucoup pour un film avec énormément de défauts. Tout n'est pas à jeter dans Anora. Mickey Madison est vraiment très forte dans le film, une vraie révélation. Son Oscar de la meilleure actrice et pas immérité. Peut-être que c'est pas elle qui a mérité plus que d'autres, mais en tout cas, le fait que ce soit elle qui soit couronnée, pour moi, c'est OK. Donc déjà, le fait qu'il y ait une actrice oscarisée, à mon sens, à juste titre dans le film, ça fait que je le place pas comme un film qui n'a pas forcément lieu de ne pas être là. Maintenant, ça doit pas être l'Oscar du meilleur film parce que Anora est un film avec beaucoup de défauts. Les personnages sont très peu approfondis. On ne sait pas pourquoi Mickey Madison, qui joue une escort girl ou une pute, se retrouve à faire ce métier. Qu'est-ce qui l'a amené à être ici? Qu'est-ce qui l'amène à tomber amoureux de ce riche héritier russe? Le riche héritier russe, qu'est-ce qui l'amène à tomber amoureux aussi de Mickey Madison? Enfin, ces personnages-là sont très mal construits, à mon sens. Le scénario est vraiment d'une débilité absolue. Si je devais vraiment le résumer, ce serait voilà une escort girl qui tombe amoureuse d'un héritier russe, un héritier russe qui tombe aussi amoureux d'elle. Donc on est sur un amour qui n'a pas lieu d'être entre un héritier un peu naze dans sa période, un peu sa crise d'adolescence, et une jeune prostituée. Et dès lors que la famille de l'héritier s'en mêle et s'oppose à ce mariage, parce qu'ils annoncent qu'ils se sont mariés, le jeune héritier décide de prendre la fuite et fugue. Et du coup, toute la deuxième partie du film repose sur la recherche de ce gars-là, qui est complètement un personnage immature, un personnage vraiment débile, sans aucun sens, sans aucune profondeur. Et en fait, là où on a un film qui commence bien, moi j'aime bien le premier acte du film. J'aime bien aussi aller la scène où Mickey Madison est incontrôlable dans cette demeure et où en fait l'héritier russe s'échappe. Cette scène-là, eh bien, voilà, on est sur un bon 20-25 minutes de tension qu'on ressent, mais alors toute la seconde partie du film n'a aucun intérêt, à mon sens. Et franchement, on a un demi-film bon, mais pas grandiose non plus. Et la deuxième partie du film qui, à mon sens, est complètement à jeter. Donc voilà. Anora est neuvième dans ce classement selon moi. Nickel Boy. Nickel Boy, le dernier film que j'ai rattrapé. Le film que personne ne verra jamais. À mon sens, c'est vraiment l'invisible de cette sélection, puisque il n'est pas sorti en salle au cinéma, il est sorti directement sur Amazon Prime ou sur Prime Video. Ça fait écho au film de l'année dernière, American Fiction, dont je vous ai parlé au tout début en préambule, qui a eu la même sortie sur Prime Video. Et qui, pareil, je pense que beaucoup de gens sont passés à côté de ce film-là, alors que c'est un très bon film. Nickel Boy, c'est un film très conceptuel. On est sur un film tourné à la première personne, ce qui est assez original pour le coup. Moi, j'avais vu un seul film dans ce registre-là, c'était Hardcore Henry, un film d'action avec des gros guns, un film russe qui était bien fait dans son objectif, dans son intention. Nickel Boy, voilà, on est sur du coup ce concept-là de film tourné à la première personne avec deux premières personnes. En fait, on switch entre la personnalité de deux amis qui sont dans une mission, dans une maison de correction
au milieu, je dirais, des années 1900, voilà, 1950, dans ces eaux-là, 1950. C'est un film très conceptuel, très beau. La composition des plans est magnifique, la photographie également. Là-dessus, vraiment, dans la forme du film, il y a vraiment une idée, il y a vraiment une patte qui est vraiment magnifique et qui équilibre avec un scénario, enfin, je vais dire équilibré, mais qui compense plutôt un film que je trouve très plat, assez décousu. Encore une fois, on est sur un film long, tout comme Wicked. Là, on est sur 2h20. Et le film prend vraiment le temps, mais en fait, il est long. Il n'y a pas beaucoup de rythme dans le film. On enchaîne les séquences à la première personne avec des mini ellipses temporelles. En fait, c'est vraiment des petites séquences s'imbriquer les unes à travers, enfin, les unes après les autres. Et du coup, ouais, moi, j'ai un peu de mal avec le produit global, quoi. On est sur une belle pièce de cinéma. Je pense que c'est un film qui mérite d'être étudié pour tout ce qui est travaillé et pour tout ce qui est forme globale, enfin sur la photographie, sur les plans, sur la caméra, sur l'étalonnage, c'est vraiment très réussi, sur l'idée du film, mais derrière, il en reste pas, il en demeure pas un grand film, donc c'est-à-dire qu'il y a quand même, si sur la forme c'est aussi réussi, c'est que sur le fond, euh, on est beaucoup moins conquis, et du coup, ça laisse un film voilà, ok, très bien, c'est bien fait, il y a de bonnes choses. Voilà, typiquement, moi, avec ma notation et ma grille Letterboxd, ce serait un 3 sur 5. Il y a de bonnes choses, il y a même de très bonnes choses, mais c'est pas un film qui est vraiment réussi parce que on passe à côté d'un film où en plus on est sur vraiment bah voilà, en pleine période ségrégationniste, où on a des rushs au début du film de Martin Luther King qui se bat pour les droits des Afro-Américains, dans une maison de correction afro-américaine, à côté d'une maison de correction américaine. Il y avait de la matière. Je pense qu'ils sont passés un peu à côté de leur film. Après, c'est peut-être aussi une question de mood. Voilà, je l'ai vu hier dans l'objectif de rattraper ce dernier film avant de tourner aujourd'hui. Peut-être que j'étais pressé, peut-être que j'étais pas dans les bonnes dispositions pour voir ce film. Dites-moi s'il y en a quelques-uns qui l'ont vu dans les commentaires, ce que vous avez pensé de Nickel Boy. On va avancer avec le set The Brutalist, le pétard mouillé. Euh, alors c'est peut-être très bas, 7 sur 10 pour The Brutalist, mais je suis tellement déçu de ce dénouement. Pour moi, on a un film, voilà, on le connaît, plus de 3 heures, avec une entracte de 15 minutes entre les deux parties du film. Il y avait une vraie idée de faire un film monumental qui allait marquer la décennie 2020 et son époque. Et on a un film qui arrive au bout de 3 heures à être bâclé avec un dénouement que je ne comprends pas, qui à mon sens n'a aucun sens. Voilà, avant que je spoil, et je vous invite à aller, si jamais vous n'avez pas vu le film, dans 20-30 secondes, parce que je vais pas en parler longtemps, mais ce viol sur le personnage d'Adrien Brody dans les caves italiennes qui n'a aucun lieu d'être, qui arrive vraiment comme un cheveu sur la soupe parce que le gars, en fait, ont perdu contact et le gars va finalement le rechercher pour le convaincre de retravailler sur sa bâtisse, chose que va accepter Adrian Brody. Et finalement, tout ça pour au final se retrouver dans des carrières de marbre en Italie et le violer. Donc moi, j'ai beaucoup du mal avec cette fin, que je trouve très, très incohérente. Et du coup, ça m'empêche pas d'avoir aimé le film globalement. C'est un film voilà, que je reverrai peut-être avec un autre œil dans 10 ans. Mais j'aurais tellement aimé que ce film ait la dimension qu'il aurait dû avoir. Et du coup, voilà, je suis assez déçu de The Brutalist qui a récompensé Adrian Brody du meilleur acteur. J'en suis très content, il mérite. Mais derrière, on n'a pas le grand film qu'on attendait et dont la communication a joué un peu là-dessus. On va passer à la 6e place, Un parfait inconnu.
avec Timothée Chalamet, le biopic sur Bob Dylan. Pour moi, c'est le film le plus oubliable de cette sélection. Même si Chalamet est vraiment bon dans le rôle de Bob Dylan, il l'incarne parfaitement. J'ai pas le souvenir de me m'être emmerdé pendant un film encore une fois aussi long. Je crois qu'il fait plus de 2h10. C'est assez bien filmé également. Les scènes sont cool. Maintenant, le film, je l'ai vu à sa sortie, donc cette année en 2025. J'ai rien de mémorable dans le film. Genre, je me souviens de pas grand-chose du film alors que je l'ai vu il y a à peine 5 mois. Vraiment, le film est assez oubliable. Et voilà, enfin, c'est pas un biopic musical. Il fait le taf, mais c'est pas un biopic musical qui marquera les annales, comme ont pu le faire Bohemian Rhapsody, Rocketman ou encore Elvis. On va passer à la 5e place, Emilia Pérez, que je mets 5, le vilain petit canard de cette sélection. Oui à Emilia Pérez. Moi, je dis oui à Emilia Pérez, qui est tout sauf un mauvais film. Maintenant, il ne fallait pas attendre le lynchage médiatique qu'a eu le film pour se rendre compte qu'il n'avait pas l'étoffe d'être le meilleur film. Pendant les Golden Globes, il avait vraiment raflé beaucoup, beaucoup de prix. Et c'est entre les Golden Globes et les Oscars qu'il y a eu ce lynchage médiatique autour de la communauté d'Amérique latine, qui en fait s'est vraiment indigné du traitement qu'a fait le réalisateur au sujet des personnages d'Amérique latine, les clichés autour des chefs de gang, etc. Ajouter à ça le bad buzz autour de Carla Sofia Gascon et de ses tweets à caractère raciste. Le film s'est fait complètement retourner. Il y a qu'à voir les notes Letterboxd du film. Je crois qu'on est à moins de 2,5 pour un film qui n'en mérite pas autant. Il y a quelques scènes de très bonne facture dans le film. L'intro, moi que je trouve génial dans les rues de cette ville d'Amérique latine. Le banquet également avec cette Zoé Saldana en tenue rouge qui crève l'écran, dans ce tailleur rouge qui crève l'écran. Il y a de très belles scènes dans ce film. Il y a aussi beaucoup de fois où ça chante, à mon sens, à côté de la plaque, notamment dans le dernier acte, où voilà, les scènes sont vraiment forcées. Globalement, moi, je trouve que c'est un film qui est bien. Peut-être qu'on reviendra dans quelques années. Je pense que c'est un film qui, pour le coup, peut peut-être marquer un peu plus son époque que les films cités précédemment. On a un film qui est un peu tourné au fiasco dans sa communication. Les actrices sont brouillées. Carla Sofia Gascon est vraiment brouillée avec l'ensemble du casting. Je pense que c'est un peu la fin aussi de cette actrice. Je suis pas sûr qu'on la revoie dans les prochaines années dans des films américains parce qu'elle a l'air d'être vraiment boycottée pour ses propos par l'ensemble du milieu. Mais voilà, Emilia Pérez reste un film de bonne facture. Pour moi, voilà, il y avait 5 films qui se détachaient un peu pour des idées, pour leur originalité, pour leur qualité également. Et 5 films avec Un Parfait Inconnu et ceux que j'ai détaillés en dessous qui sont, à mon sens, moins bien. En 4e place, j'ai Conclave. Conclave, pour moi, c'est la bonne surprise de cette sélection. On l'avait pas vu venir, ce film. Voilà, il est un peu sorti au dernier moment. En fait, c'est un film aussi qui a bénéficié le fait d'être nominé aux Oscars, d'être nominé aux Golden Globes, d'être en fait d'appartenir vraiment dans cette liste de 10, 12, 15 films qui a amené un attrait vers ce film parce que je pense que c'est un film pour lequel on serait beaucoup de monde serait passé à côté. La photographie est magnifique, vraiment, il y a des compositions, il y a des photos, mais qui sont absolument sublimes. L'immersion est extrêmement réussie. Le final, ce twist un peu, est aussi assez génial. Un film qui aurait vraiment pu passer inaperçu, voilà, s'il n'avait pas été dans cette liste-là. Et pour moi, c'est vraiment un très bon film. Voilà, vraiment un très bon film. Peut-être qu'il sera top 3 dans quelques années. Même, je pense qu'il sera top 3 dans quelques années parce que mon numéro 2 le sera pas beaucoup. Mais moi, c'est vraiment un coup de cœur absolu. Mais voilà, Conclave, joliment top 4. Top 3, on rentre sur le podium avec The Substance. Pour moi, The Substance, c'est le futur film culte. Moi, j'ai pas aimé, pour le coup, parce que c'est pas ma came. Mais j'essaie vraiment d'être objectif sur le traitement de ce film-là dans ce classement des top 10. Pourtant, la première moitié m'a vraiment convaincu. On a un film avec un scénario, il avait été récompensé au Festival de Cannes
qui est vraiment très chouette, très bien imaginé. J'aime beaucoup vraiment les deux tiers, en tout cas la première moitié du film est vraiment très réussie pour son rythme, pour son idée, pour son jeu d'acteur, pour sa photographie aussi, ses couleurs, je trouve très beau, le manteau de Demi Moore qui contraste avec les tenues hein, de Margaret Qualley. J'aime beaucoup ce film-là jusqu'à ce qu'il rentre dans une ambiance, dans un genre d'horreur voilà, de physique. Hein. On est vraiment sur du body horror qui, moi, est vraiment pas ma tasse de thé. C'est une question de mood, c'est une question de séance aussi. Moi, je l'ai vu en séance presse. On était 4-5 dans la salle, il y avait un silence de mort qui régnait. Donc, en fait, cette dernière partie du film était complètement angoissante. Et en fait, moi, à ce moment-là, j'étais complètement horrifié par les images que je voyais. À partir du moment où le genou, voilà, où même il y a la scène avant d'orgie culinaire qui est vraiment dégueulasse. Mais moi, à ce moment-là, c'est pas ça me dérange pas, mais dès qu'on touche un peu au body horror, moi, ça me crisse, mais ça me bloque complètement. Donc le final, non merci, mais encore une fois, non merci. Mais sinon, je reconnais toutes les qualités évidentes du film, et pour moi, voilà, c'est un film qui, dans son genre, plaira et sera un film vraiment qui va marquer un peu sa décennie. Et son genre, c'est cool parce que c'est une Française qui est derrière ce projet. Top 2, je suis toujours là. Le sous-côté de cette sélection. Un film qui mérite tellement plus de crédit. Vraiment, je vous conseille vraiment d'aller voir ce film parce que je suis sûr que la plupart des gens qui m'écoutent n'ont pas vu ce film. Ça va bientôt sortir, je pense, sur Canal. Il est sorti au mois de février, mars, peut-être même janvier, en tout début d'année 2025. Euh, je suis fan, mais absolument fan de ce premier acte. Pour moi, c'est l'une des meilleures façons, l'un des meilleurs débuts de film que j'ai pu voir dans ma vie. Tout est d'une beauté. On a vraiment un film qui montre la beauté de ce que peut représenter une famille de classe légèrement aisée au Brésil, à Rio. On est vraiment sur la beauté les images sont d'une beauté, la manière dont on joue avec la caméra de l'une des filles, puis les plans. Enfin, vraiment, c'est un film qui commence mais magnifiquement bien. Et en fait, toute cette beauté qu'on voit dans le premier acte va contraster, va être un énorme contraste avec la dureté de la suite du récit et des événements de Je suis toujours là. Franchement, si je devais acheter une version physique de l'un de ces 10 films, ce serait celle-ci, ce serait ce film-là, pour vraiment me mater à l'infini cette première demi-heure, trois quarts d'heure de film. Voilà, c'est vraiment un morceau, un acte 1, mais d'une perfection incroyable. Et le top 1, il en reste plus qu'un, c'est Dune 2. Dune 2 qui pour moi est le meilleur film. C'est le film qui m'a mis une énorme claque lors de sa sortie au cinéma. Pourtant, j'avais pas aimé Dune 1. Donc j'y allais à reculons en me disant allez, j'y vais parce que c'est un film qu'il faut voir au cinéma. Mais j'avais vraiment pas été emballé par le 1 que je trouvais lent. J'arrivais pas à aimer en fait cette nouvelle saga. J'avais pas vu les films des années 80 de David Lynch. Et pour le coup, ça m'a complètement réconcilié avec cette saga de science-fiction parce que Dune 2 a cet ADN-là de ce qui peut être l'épisode 5 de Star Wars. On a vraiment un film avec une construction irréprochable. On a vraiment ces plans-là, ces scènes-là, ces séquences-là qui sont mémorables, tous les unes après les autres. Et vraiment, quand on regarde une d'eux, bah, en fait, on est vraiment, à mon sens, extasié devant le film qui nous laisse sans voix et hâte de voir le troisième film. Mais pour moi, voilà, c'est récompenser un blockbuster, mais c'est un modèle de blockbuster. Oppenheimer était un blockbuster, mais différent. Top Gun Maverick, qui n'avait pas gagné, mais pour moi était aussi un énorme blockbuster. Franchement, des blockbusters aux États-Unis, il en existe deux de bien pour huit mauvais. Enfin, vraiment, on est, à mon sens, un peu sur ce ratio-là. Mais quand c'est bien fait et que c'est intelligemment fait et que les moyens sont mis pour faire de très grands films et qu'on a derrière de grands réalisateurs, ça donne des films qui sont générationnels
et Dune 2 et de s'être ADN. Voilà ce top 10. Je le répète une dernière fois. 10e Wicked, 9e Anora, 8e Nickel Boy, 7e The Brutalist, 6e Imparfait Inconnu, 5e Emilia Perez, 4e Conclave, 3e The Substance, 2e Je suis toujours là et enfin premier Dune 2. C'est là-dessus que se termine ce top 10. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé. Mettez-moi aussi vos top 10. Il est facile, on aura tous les mêmes noms, il faudra juste les reclasser. Et puis on se retrouve très vite pour un nouveau podcast top 10, cette saga de l'été. Ciao!